Bonjour à tous, j'attends les personnes de chez Club Funding qui se connectent. Vous pouvez essayer de mettez un message, si on peut bien faire des chats. Vous pouvez juste faire un test à côté. Non? Ah, dans la question plutôt. En fait, vous pouvez pas écrire dans le chat, mais écrire dans les questions, on peut. Donc tous les points là à côté, là, outils de réunion, il y a plein de petits points à côté, et là, vous pouvez poser des questions éventuellement à droite. Ok, bonjour, voilà, ça marche. Oui, Laura, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Parfait, donc ça fonctionne. Bonjour. Bonjour, rebonjour Laura. C'est bon. Ok, Ok, on est bon, on est prêt. Désolé du retard, hein. On a eu un rendez-vous qui s'est un peu prolongé. ok, pas de problème. Ok, du coup, ça dure en général une demi-heure, 1 heure. Bonjour Thomas, du coup, on se connaissait Ouais, pas. j'allais le Bonjour. présenter. D'accord, bonjour, enchanté. Donc l'idée, c'est juste de faire de balayer quelques projets. On le fait de manière régulière, hein, tous les 3 à 5 mois. On invite les clients via notre newsletter pour qu'ils puissent suivre les projets. Notamment, on fait plutôt un focus sur les projets en difficulté. Après, s'il y a des bonnes nouvelles, tant mieux, on peut évidemment aussi en parler. Mais c'est vrai que ça génère quand même depuis quelques temps du stress fort auprès de beaucoup de clients qui ont fait confiance à la plateforme et ils ont besoin d'avoir d'informations. Donc, Bien sûr. certains ont les suivis sur leur espace projet, mais parfois le suivi est un peu vague ou alors ça traîne entre deux suivis et c'est des vocabulaires qu'ils ne comprennent pas forcément tous. Donc, c'est vrai que c'est l'occasion de repositionner les choses, de comprendre exactement où on en est sur les projets, quand est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer le capital, les coupons, et quels sont les projets vraiment à risque. Et est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles quand même? Parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas trop de bonnes nouvelles sur certains projets. Donc, on espère que ça va se déboucler. Et après, si on a l'occasion de faire un point rapide sur les fonds, CFM ou Insight 2, si on a encore 5 minutes, on pourra le faire. Voilà. Ça Ok, marche. donc du coup, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais regarder de temps en temps, je vais laisser ouvert à droite mon écran de questions. Donc on peut balayer, on y va? Allez, go. Ouais, je vous avais envoyé la liste, c'est quasiment la même à chaque fois. Entre chaque visio qu'on fait, on la garde parce que après c'est principaux, hein. Il y en a peut-être beaucoup plus. Il y a des clients qui ont investi eux-mêmes en direct après sur le projet. On peut évidemment pas parler de tous les projets, mais on va essayer de faire les principaux. Après, si certains ont des questions particulières précises sur d'autres projets, on pourra échanger. Et si vous voulez donner une information importante sur un projet en cours, n'hésitez pas à la rajouter. Ça marche. C'est évident, pas exhaustif. Donc, sur Courchevel, priori, remboursement premier trimestre, que j'ai en tête, remboursement premier trimestre 26, sur 75% du capital, et ensuite, on va chercher les garanties. On est plutôt à 80% du capital, du coup. On est plutôt à 80% du Il y capital, a ouais. un petit sujet d'application de la TVA sur le prix de cession, étant donné les travaux de l'acquéreur, mais qui est en cours de contestation.
D'accord. à nos conseils. Donc, pour le D'accord. moment, on reste sur 80% et le sol qui sera potentiellement recouvré via les cautions. D'accord. Et ça, c'est pour quelle échéance? Alors, les 80% échéance premier trimestre, le delta, plusieurs années ou jamais, selon ce qu'on trouvera dans les cautions. D'accord. Et là, il y avait déjà eu des coupons versés ou pas? Il y a eu des coupons versés sur ce dossier, ce qui D'accord. fait que du coup, quand je parle de perte, c'est brut de coupons déjà versés. D'accord. Ok. Ok. Et donc ça, on va en savoir plus exactement sur le montant, le versement, à peu près quand? À peu près, est-ce que là, c'est le premier trimestre, c'est un peu vague, mais est-ce qu'il y a un peu plus de précision? Bah, pas vraiment. C'est une date, on aura une date quand on aura terminé les diligences et qu'on aura une date notariée, on va dire. Mhm. Donc, ça sera courant du premier trimestre, mais quand exactement, c'est compliqué pour le moment de D'accord. le dire. Mais c'est au moins acté quasiment à 100% qu'il y Oui, a remboursement de 80% du capital qui se fera au premier trimestre 2026. pas acté à 100% qu'il y a un remboursement de 80%, parce qu'il y a un sujet d'application de la TVA D'accord? en cours de discussion. Donc, potentiellement, ça sera moins, si jamais notre contestation ne va pas au bout. D'accord. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, on n'a jamais été mis au courant de cette application de TVA, et donc là, on le découvre, et donc nos avocats contestent. D'accord, ok. En partant du principe qu'on a gain de cause, ça sera 80% d'ici 31 mars. D'accord. Ok. Ok. Et, ouais, ok. On peut passer. Rue de la Peste, un projet in fine Oui. qui a décalé, qui a été prolongé. C'est une question de restructuration de locaux avec travaux, location et ensuite revente en bloc. Alors, rue de la Paix, c'est un dossier qui est loué à 80%, donc c'est un Oui. actif prime, Mhm. et qui est destiné à être vendu sur la base d'un taux de capitalisation, donc c'est-à-dire d'un rendement. Mhm. Donc, pour ce faire, il faut que tout soit loué. Donc, la Mhm. dernière coque commerciale n'est pas encore louée, elle a encore de commercialisation à la location, ce qui fait que déjà un premier point bloquant, c'est qu'on ne peut pas vendre, l'opérateur ne peut pas vendre tant que la dernière coque n'est pas louée. Mhm. Le deuxième point de blocage qu'on a, c'est que sur cette typologie d'actifs, on Mhm. est sur une clientèle plutôt étrangère et fortunée qui, aujourd'hui, investit très peu en France compte tenu du contexte politique et économique. Donc, sur ce dossier-là, on a un enjeu opérationnel et un enjeu politico-légal, j'ai envie de dire, qui seront purgés, à mon sens, courant 2026, voire 2027. Pourquoi? Parce que 2026, il faut attendre que la dernière coque soit louée. Donc là, on est en décembre, je ne vais pas vous dire que ça va être loué avant la fin de l'année. Donc on sera sur le courant 2026. Et sur l'aspect commercialisation, 2027, parce que présidentiel. Ok, mais du coup, ça a déjà été prolongé, parce que ça a été lancé, c'était 2021. Ça n'a pas encore été prolongé. On a un point avec les opérateurs début janvier pour essayer D'accord. d'avoir un calendrier un peu précis. Là, ce que je vous donne comme calendrier, c'est mon Ouais, ressenti de gérant. d'accord. Voilà. Mais contractuellement, on est sur la date que vous avez. Mais voilà, je vous le dis, ça ne sera pas remboursé à cette date. Il y a très peu de chances que ce soit remboursé à cette date. Ok. Mais sinon, c'est loué. Les autres boutiques sont louées, sont rénovées, tout est fini, tous les Ouais. travaux sont terminés. Les travaux sont terminés. Ouais. Là, pour Et, le coup, et lui, il est très sensible en effet au taux d'intérêt. exactement. Ok. Ouais, il y avait Exactement. des scénarios dans ce projet en fonction de l'évolution du taux. Ouais. Donc, si les taux baissent, on a plus de chances de revendre au prix, quoi. Ok. Exactement. Ok. Ça, c'est tout le groupe, AGM. SGM. Ouais. Donc là, ça concerne Riour, Ouais, tous les Ouais. dossiers. Dijon. Il y a SCGM et SGR. Ouais. Ok. C'est des structurations différentes. Donc, pour Dijon Liberté, bon, d'une manière générale, Frédéric Merlin, bon, la Société des grands magasins a des problèmes de trésorerie aujourd'hui en raison du contexte économique qui porte sur les centres commerciaux, Mhm. plus l'actualité que vous connaissez.
Aujourd'hui, il a des problèmes de trésorerie. Les remboursements en décembre, c'est impossible. Donc, ils ne pourront pas être assumés. Donc, aujourd'hui, on attend d'avoir des éléments pour identifier des sorties et des délais. Il y a une ébauche de quelque chose qui pourrait se faire, qui nous a été transmis par email, mais sur lequel on a besoin de plus de détails et plus on va dire, de matière. Mais ce qui est, j'ai envie de dire, incertain pour le moment, c'est quand est-ce qu'on sera remboursé. On en saura un peu plus, je pense, dans les prochaines semaines. Les équipes de Pellegrin sont en train de travailler justement sur un prévisionnel de cash flow. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que les remboursements à décembre ne pourront pas se faire. Parce qu'il y avait une partie des dossiers qui étaient à échéance décembre, dont Dijon Liberté, et une autre partie qui était à échéance février et donc, avec le plan d'amortissement de 16% par mois. Exactement. Donc ça, c'est pareil. Il y a des discussions qui sont en cours pour réaménager les modalités d'amortissement parce qu'il n'est pas en mesure de le faire avec un portage de coûts supplémentaires. Il n'y a pas une réunion de prévue la fin novembre avec lui? C'est celle-là. C'est celle-là. Donc là, clairement, il vous a dit je peux pas en fait. Non. Il y avait quoi? Il y avait qui? Il y avait Greenalp, sur tous les dossiers. Ah, vous concernant, vous voulez dire? Tous en fait. Greenalp, au magasin et Dijon Liberté. Ok. Donc là, pour le coup, à quelques semaines près, j'aurais pu vous donner des informations un peu plus. On en aura dans les prochaines semaines. Ils sont en train de travailler. Je dis ils, c'est AGM. Hein. Ils sont en train de travailler sur un refinancement externe, non, c'est pas ça, d'un groupe. Alors, ils ont un refinancement externe. Malheureusement, on est sous NDA, donc je ne peux pas en parler pour le moment. Mm-hmm. Mais ils sont en train de travailler sur un refinancement, on va dire, privé. Mm-hmm. Voilà, qui devrait permettre du coup de réaliser certains remboursements et certains amortissements selon un calendrier qu'on attend. Ok. Et à votre avis, ça va bouger quand? On est censé avoir une V finale là, courant décembre, max début janvier. Ok. Parce qu'ils devaient refinancer avec la Caisse dépôt, non? Ils n'ont pas été. La Caisse dépôt ne suit pas finalement. Mm-hmm. Ok. Villa Frederica. Villa Frederica, il y a une procédure de redressement judiciaire qui est en cours. Donc là, c'est 18 mois de procédure. C'est un dossier sur lequel il y a je vais pas dire des offres, mais on va dire des propositions de rachat de la créance crowdfunding à hauteur de 50%, sur lesquelles on ne donne pas encore suite parce qu'on attend de voir le plan de redressement. C'est grosso modo ce que les potentiels acquéreurs estiment en matière de recouvrement sur cette ligne, c'est 50% de notre passif. Donc ils se disent on va faire une offre à 50%, qui est en réalité un peu à la casse parce qu'on pourrait normalement récupérer un peu plus sur ce dossier. Donc on a toujours ce backup et on attend du coup le plan de redressement pour voir ce qui va être proposé aux obligataires et en fonction, voir si on peut améliorer cette offre et arbitrer un petit peu en fonction des différentes propositions. Donc là, en termes de calendrier, c'est long. Hein. On va être sur, je sais pas, courant 2026 pour la proposition de règlement qui elle-même pourra être ventilée sur 2-3 ans, je ne sais pas. Donc c'est très compliqué de se positionner, tout comme ça pourrait être un remboursement upfront au bout de 12 mois. Enfin, voilà. Et en termes de probable perte, pareil, je dirais entre 30 et 50%, je dirais. Fragonard. Fragonard, du coup, le tribunal des commerces a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société de l'opérateur. Donc là, pareil, procédure qui dure jusqu'à 3 ans. Il faut que le liquidateur vende tous les actifs et rembourse tous les créanciers par ordre de préférence. Donc là, on n'aura pas vraiment de visibilité sur ce qu'on peut retirer, à savoir qu'en termes de garantie, on n'a qu'une caution sur ce dossier. Ouais, mais les cautions, finalement, on a vu que ça valait rien. Alors, une caution, ça ne vaut pas rien. C'est plus compliqué que ça. Bon, il y a une époque où on prenait beaucoup de cautions parce que c'était un autre contexte de marché. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Hein. C'est 100% fiducie ou hypothèque avec des cautions. Mais c'est aujourd'hui plus une sûreté complémentaire, voire même psychologique, parce que c'est un peu engageant pour l'opérateur. Maintenant, sur l'activation des cautions,
ça ne sert pas à rien. En fait, c'est dans le prisme d'une caution, vous avez les biens, on va dire le cash, vous avez les biens mobiliers, donc meubles, voitures, œuvres d'art, etc., et biens immobiliers. Sur le cash, ça, c'est ce qui est le plus facilement saisissable, c'est des saisies. Donc, vous allez voir un tribunal, vous dites, j'ai une caution, je vais faire des saisies. Et donc là, vous avez un commandement de saisie. En général, le propre d'un marchand, c'est qu'il n'a jamais de cash. Il achète, il vend, il réinvestit, il achète, il vend, il réinvestit. Une foncière, c'est un peu différent. Mais dans le cas d'un marchand, là, donc, dans la grande majorité du temps, le premier truc qu'on fait, c'est des saisies qui sont à 95% infructueuses. On a déjà réussi à aller chercher 50, 60 000 euros sur des dossiers, mais ça ne va jamais au-delà. Deuxième élément, c'est les biens mobiliers. Donc là, pareil, c'est extrêmement long. Il faut engager un enquêteur. Il faut regarder ce que l'opérateur a. Il faut avoir un commandement de saisie. Et au final, pour aller chercher des voitures qui coûtent 30 000 euros, et ça, pareil, c'est en réalité sur une dette de 10 millions, c'est des cacahuètes. Et le troisième point, c'est les biens immobiliers, où là, vous pouvez aller vous inscrire sur des biens immobiliers de l'opérateur, à condition qu'il n'y ait aucune inscription sur cet actif-là. En hypothèque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une banque ou... Exactement. Donc là, on passe par le même process, enquêteur, commandement de saisie, consulter comment on appelle ça, les livres notaires, etc., pour regarder s'il y a des inscriptions. Dans la plupart du temps, il y a toujours des inscriptions. Et quand il n'y en a pas, allez s'inscrire sur un actif sans hypothèque, donc avec une caution, c'est entre 2 et 5 ans de procédure, selon la ville. C'est super long. Et ça coûte 5 fois plus cher que les frais d'hypothèque classiques. Parce que là, c'est ce qu'on appelle une inscription administrative, c'est 5 fois plus cher. Donc c'est pour ça que c'est quand même c'est très rare d'aller récupérer une dette entière juste avec une caution. Donc, caution, ça ne vaut pas rien, peut valoir, mais c'est très long et il faut aller au bout. D'autant plus que l'opérateur, généralement, sa caution, il ne va pas la donner que chez nous. Il peut la donner aux banques, aux autres créanciers. En fait. Voilà, donc, eux peuvent se servir également avant que nous, on se serve. Mais lui le Fragonard, vous aviez déjà fait pas mal d'opérations avec lui. Vous connaissez bien, non? Non, on n'a pas fait tant d'opérations que ça. C'est pas Dreyfus, non? C'est pas lui. Dreyfus, c'est autre chose. Non? Alors c'est qui déjà? C'est pas quelqu'un que vous connaissez très bien sur Fragonard? Non, c'est pas quelqu'un. On a déjà fait des opérations avec lui, mais on en a fait 4-5. Enfin, je veux dire, comparé à certains opérateurs avec qui on a fait quasiment 20 ou 30 deals, c'est un opérateur qu'on connaît, d'ailleurs qui nous a toujours bien remboursé. Mais encore une fois, ça veut rien dire. Moi, j'ai des opérateurs en portefeuille qui nous ont remboursé 50 millions et qui aujourd'hui sont en procédure. Donc, c'est pas un critère. C'est là où il proposait de 15%, je crois, du capital. Mais le gros problème, encore là, c'est qu'on a une banque en premier rang. Alors, on n'est même pas en second rang sur cette ligne. Donc, c'est-à-dire que on n'est même pas en second rang. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'hypothèque, on n'a que la caution. On n'a que la caution. C'est-à-dire que toutes les banques ou créanciers qui sont en premier rang sur d'autres opérations passent avant nous. Ça s'appelle une dilution dans le cadre d'une liquidation judiciaire. En gros, le tribunal va regarder tout le passif de GDG. Dans tout ce passif-là, il va classifier avec tous ceux qui sont en premier rang, enfin tous ceux qui sont inscrits, donc premier rang, deuxième rang, troisième rang, etc., etc. Et ensuite, ce qu'on appelle les chirographaires, donc tous ceux qui n'ont pas de rang, qui ont une caution machin. Et ceux-là seront servis en dernier. On commence pas sur une liquidation. Donc là, il y a 7,8 millions que vous avez levé juste avec la caution. Et encore une fois, ça peut paraître énorme comme ça aujourd'hui quand on se parle, mais sur les 10 dernières années, c'était pas choquant. D'ailleurs, tout le marché faisait pareil. C'est un autre contexte de marché, c'est des dossiers, on a déjà levé des 30 millions avec une caution, on a été remboursé au centime près révision, donc c'est juste que c'était un autre contexte de marché. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Déjà, on a adapté nos ratios d'analyse qui sont aujourd'hui quasi, pas dire pareil, mais qui se rapprochent de plus en plus des ratios bancaires en matière d'LTV, d'LTA, etc. Et en matière de garantie, c'est pareil. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun dossier sans fiducie hypothèque de premier rang. Et le peu de dossiers qu'on fait en second rang, c'est du 15% par an.
Donc, oui, je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, c'est un truc qui paraît inconcevable et qu'on ne fera jamais, mais à l'époque, c'était commun. Et vous aviez vérifié avant du coup combien il y avait de gens en hypothèque sur tous les projets qu'il a pu lancer? Vous ne pouvez pas vérifier ça. Vous pouvez vérifier qui est en premier rang sur le dossier que vous financez. Ouais. Après, sur les bilans, vous pouvez voir le passif, combien il y a de dettes, etc. Même de dettes obligataires. Mais qui exactement, vous ne pouvez pas. Impossible. Ouais, mais vous pouvez voir quand même le nombre de dettes qu'il a. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, du coup, c'est deux choses décorées. Hein. Vous pouvez avoir beaucoup de dettes, beaucoup de passifs. Et pas forcément beaucoup de hypothèques. Ouais. Voilà, et avoir déjà, et en plus, vous pouvez avoir beaucoup de passifs, mais un très gros actif aussi, ce qui fait que quand vous regardez le bilan, vous dites, bon, il est endetté, mais techniquement, si demain il se passe quoi que ce soit, vous avez largement un actif qui couvre le passif. Donc, c'est pas forcément corrélé. Donc, qu'est-ce qu'on fait du coup là maintenant sur Fragonard? Là, du coup, c'est liquidation judiciaire, donc il faut s'en mettre patience. C'est une procédure qui est longue, c'est 18 mois en moyenne. Ouais, 18 mois, 18 à 24 mois. Comme l'a dit Laura, le liquidateur, il va faire un audit actif-passif. Il va vendre tous les actifs à la barre et rembourser par ordre de préférence le passif. Donc, on a juste à attendre et voir ce que ça va donner. Il devait faire 8 millions de travaux. En fait, s'il signe un bail avec une résidence avec un exploitant, je crois, notamment étudiant, après là, il devait engager 8 millions de travaux. Parce qu'en fait, il n'a même pas fait de travaux, il n'a rien mis en fait, le mec. Non. Ouais, donc en fait, il a pas mis 1 euro dans l'opération. Exactement. Ok. Je regarde s'il y avait des questions sur. Après, c'est le Toll Black, on verra après. Je crois qu'il y a. Bibliothèque France de Versailles. Alors, Bibliothèque de Versailles, c'est un dossier qui est sain. C'est Nexity, non, qui va racheter? Comment? C'est Nexity, non, derrière, qui va racheter? Ouais. Donc là, le PC va être obtenu dans les prochains jours, là, mi-décembre a priori. Donc on n'aura plus de risque administratif sur ce dossier, ou beaucoup moins. Il restera du coup la purge. Et Nexity, du coup, rachète à la purge. Donc là, il va falloir porter l'opération encore jusqu'à fin mars. Donc il y aura une prorogation. Néanmoins, dès que le PC est obtenu, on a quand même un risque administratif qui est fortement diminué. Et on sera ensuite sur des délais de purge classiques de 3 mois. On verra peut-être pour proroger de 1 mois ou 2 en plus, si jamais il y a un recours ou quoi que ce soit. Et Nexity achète que s'il y a quoi? S'il y a le permis purgé ou s'il le permis accordé? Ah, permis purgé. Ouais. Ouais, ils ne prennent pas de risque. Ouais. Mais voilà, donc il n'y a pas le dernier risque, c'est le voisinage. La mairie et le voisinage. Quoi. En général, c'est dans la plupart du temps l'opérateur qui a gain de cause sur ce genre de. Pas forcément tout le temps, mais en général. Alors, ça, c'est un dossier qui devait durer 4 mois. 6 mois. 6 mois. 7 750 000. La Halle-sur-Seine. Alors là, c'est quand on passe devant sur les quais, on voit des bouts de ferraille. Justement, c'est toute la stratégie contentieuse qui est en train d'être réalisée. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est d'activer la fiducie, mais non pas pour vendre l'actif à la barre, parce que comme vous le dites, c'est un tas de ferraille, mais pour co-développer l'opération avec un promoteur, porter l'opération à nos frais et la développer, en gros, pour que ensuite on puisse vendre l'actif à l'opération et sortir les investisseurs dans dans un meilleur cadre, on va dire. Donc là, il y a quand même une fiducie. Donc du coup, il y a une fiducie qu'on est en train d'activer. Il y a des due diligence en cours avec un promoteur qui a émis une LOI pour co-développer l'opération avec nous. Donc là, c'est en cours. Ils sont en train d'auditer l'opération, la société, etc. Voilà. Donc en termes de... L'inconvénient, c'est que du coup, on repartirait sur une OP de promotion quasiment du début, hein, parce que l'opérateur n'a rien fait. Donc là, on serait sur un portage entre 12 et 24 mois, donc plutôt 24. Mais potentiellement avec une perte diminuée que je ne saurais chiffrer encore une fois, c'est impossible. Là, en l'état, si on vend tout de suite, déjà, il faudra que quelqu'un rachète. Donc, a priori, vu l'état du terrain, ce serait certainement un promoteur qui rachèterait.
à prix cassé, et donc on serait sur une perte quasi totale. Donc c'est dans l'intérêt des investisseurs que Club Funding, en copromotion avec un promoteur, développe l'opération et essaie de la sortir par le haut. Et donc là, prochaine, ça va mettre quoi de temps juste pour avoir la fiducie et savoir Ici, pour c'est vraiment être. à 9 mois. Et on l'a commencé à activer il y a quelques mois déjà. Donc, à la fin du premier trimestre, on sera déjà bien avancé. D'ici là, on aura, je pense, un retour des diligences avec le promoteur. Donc, pareil, courant du premier trimestre, on aura un peu plus de matière déjà. Mais bon, c'est pas avant, remboursement pas avant 2028, quoi. Ah oui. Oui, si ça pas. Parce que vous allez vendre après quoi? Vous allez porter jusqu'où la Ouais, promotion? en fait, On repart sur une autre OP, en fait. on va C'est faire ce comme qu'il si devait c'était faire. un nouveau Oui, mais c'est vous qui allez la porter avec le promoteur? avec en copromotion. Ouais, en copromotion. Ok. Ouais, donc là, au moins 2028, quoi. Ouais. Ok. Alors, là, ça, c'est un projet, on a du mal à comprendre. Pareil, ça, c'était des cautions. Il y avait 2 lots qui étaient en vente depuis le début pour finir les travaux et pour. On ne sait pas s'ils ont été vendus ou pas. Ils ont été vendus et en fait, l'opérateur a remonté le cash et s'est barré avec. Si je peux exprimer les choses simplement. Donc, ça s'appelle de la remontée de fonds propres, ce qui est complètement interdit. Donc, il y a eu des actes frauduleux sur ce dossier. Ensuite, il a déposé liquidation judiciaire. Aujourd'hui, les cautions sont insolvables. Les banques sont passées de partout sur son patrimoine. Et il y a aussi, on ne saura jamais, hein, mais je pense, une organisation d'insolvabilité volontaire de la part des opérateurs. Donc nous, on a mené les due diligence classiques, hein, donc il n'y a aucun actif sans inscription hypothécaire, ils sont surendettés, enfin surendettés, en tout cas, il n'y a aucun passif, aucun actif sans passif, pardon. Voilà, donc là, mis à part attendre que la liquidation se fasse, on a très peu de marge de manœuvre et on a une perte qui sera très importante sur ce dossier. Et vous estimez à combien à peu près? Donc, honnêtement, 100%. Wow. Okay. Je préfère être pessimiste. Si c'est plus, ce sera plus. Mais de toute façon, en liquidation, c'est impossible de prévoir un montant. Mais honnêtement, là, je pense qu'on sera sur 100%. Parce que là, la banque s'est servie en premier. Parce Les qu'elle banques, a été en hypothèque de premier rang. Et là, il n'y a qu'une caution sur ce projet-là. Non, en fait, il y avait qu'une caution et la caution, comme on disait, il a dû la donner à déjà plein de monde qui se sont déjà servis sur cette caution, en plus des hypothèques qu'il a sûrement. Et quand je dis la banque, c'est pas forcément la banque Ouais. du dossier, hein, c'est toutes les banques. c'est tous ces créanciers. En fait, tous les créanciers qui ont des cautions et qui sont prioritaires se sont déjà servis. Nous, ça nous est déjà arrivé d'aller saisir des résidences principales d'opérateurs. On arrive, il n'y a que des murs. Il n'y a plus rien. Et il n'y avait pas CF Invest qui était dans cette opération? Alors, c'est CF Invest, mais via une SPV. D'accord. Ok, donc du coup, en gros, on peut. Alors ça, sur ce projet-là, ça peut être vraiment Ouais. Ça peut vraiment être une catastrophe, quoi. Oui. Mais pour CF Invest aussi, hein, enfin, qu'on se le dise. Oui. Parce que là, vous étiez au bout de la procédure d'aller chercher les cautions. Ouais. Et très longue et coûteuse, et il n'y a plus rien du tout. Rien du tout. Mais quand il n'y avait pas un nantissement des comptes courants, ou il n'y avait pas des garanties aussi, non? Il n'y a pas de. En fait, comment il a fait pour remonter le cash une fois qu'il a vendu les appartes? En fait, il y a les travaux qui ont été finis. Après, c'était en attente de vendre des appartes. Et il a pu faire remonter comme ça le cash. Ah oui, c'est très simple. Hein. Quand vous n'avez pas de. Alors, je dis c'est très simple, mais ça arrive jamais, hein, enfin, très rarement. Ou alors, il faut vraiment que l'opérateur soit véreux. Et si vous n'avez pas d'hypothèque, si vous n'avez pas de fiducie, c'est très très simple. Hein. Vous n'avez rien pour tracer les fonds.
Donc, il a juste à remonter son cash et puis voilà. Et le nantissement, il ne portait pas sur ça. Donc, pareil, nantissement d'une société à une autre, société qui ne vaut plus rien. Et on a les cautions personnelles de Vitry et Gaillard, les deux opérateurs. Et à partir de quand vous avez dit ok, la procédure est-elle au bout, et puis là on annonce à tout le monde qu'il y a. C'est une fois que vous avez fait des saisies sur. Alors attention, oui, ok. On dit que vous annoncez à tout le monde, on va quand même attendre la fin de la liquidation. Mais en fait, quand vous vous rendez compte que vous faites des saisies, il n'y a rien, que vos enquêtes sur le patrimoine immobilier ne donnent rien, et qu'une fois que vous avez audité tout le passif, vous avez consulté les livres, et qu'il n'y a aucun actif, sans passif. Là, à partir de là, vous savez que votre caution ne sert plus à rien. Après, on ne peut rien acter tant que la procédure n'est pas terminée, en fait. Mais avec du recul, vous dites quand même en fait les cautions c'était un peu léger. Ah bah bien sûr. Oui. Ouais. Mais en gros, c'était parce que la période était euphorique sur le marché et qu'en gros les opérations étaient remboursées et que le marché était haussier. Une caution, même déclarative, était suffisante. Et alors qu'aujourd'hui, vous dites ok, aujourd'hui, on n'irait pas dans ce niveau de garantie quand même. Non. Aujourd'hui, un dossier comme ça, on l'analyse même pas. Ouais. Même si le BP est incroyable. Une caution, ça passe plus les critères de sélection. Donc Moi, j'ai un opérateur là qui nous a remboursé je sais pas combien de millions, qui est un des top opérateurs de Club Funny, qui m'a appelé pour un dossier en second rang. La banque ne veut pas qu'on soit en second rang. Et donc, on a dit non. Alors que c'est honnêtement, peut-être dans le top 3 des opérateurs de Club Funny. On ne peut plus aller sur ce dossier-là. C'est pas possible. Après, les investisseurs les premiers en tout cas, vont en subir un peu les conséquences, quoi. Bah, les crowdfunding aussi, hein. D'un point de vue notoriété, d'un point de vue tout, quoi. Marché. Alors, d'un point de vue. Enfin, oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Les investisseurs subissent ces pertes-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on subit tous. Que ce soit nous, les autres acteurs du marché, toute la sphère crowdfunding aujourd'hui subit un peu cet excès de confiance qu'il y a eu sur les 10 dernières années. Et voilà, maintenant on apprend de ces erreurs-là et on a complètement restructuré les choses, que ce soit, je le disais tout à l'heure, en matière de ratio, en matière d'analyse, en matière de garantie. Ok, donc pour l'instant, les deux projets vraiment à risque qu'on a pu voir, c'était vraiment Fragonard et Paris 20. Celui-là. Ouais. Et Fragonard, justement, c'est en prévision des pertes, il y a monsieur 90%. 90. Ok. Et il y a Florent Louis qui demande si on peut à minima parler d'abus de biens sociaux, voire de faux et usage de faux. Sur quel dossier? Sur Fragonard. On peut parler de faux. Ça, pour le coup, c'est peut-être une question qu'on pourrait poser à nos avocats, plutôt que de vous répondre un truc que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, dans les discussions, je n'ai jamais entendu parler d'ABS sur ce dossier. Mais possiblement. Ça, c'est aussi un projet qui est à l'arrêt depuis très longtemps. Il y a 2020 quand même, celui-là. C'est un dossier où on a perdu énormément de temps sur un acquéreur. Ouais, je sais, un promoteur. C'était un pied de Société Générale, je crois. Exactement, qui nous a fait poireauter pendant je ne sais combien de temps, qui s'est finalement tiré. On avait retrouvé nous-mêmes un acquéreur qui, pareil, nous avait fait miroiter. Donc, en gros, sur ce dossier, on a perdu je ne sais pas combien de temps. Et il a refusé le marchand de Bernin. Il a refusé l'offre qui était proposée par celui que vous avez trouvé. Exactement. Donc, on a arrêté de diligenter sur ce dossier, on a activé l'hypothèque. On est en train de l'activer, parce que c'est long, une hypothèque, c'est plus long qu'une fiducie. Donc voilà, on attend d'avoir la date de vente aux enchères. Donc, sur le dossier, l'avantage, c'est qu'on est plutôt bien garanti, on a une hypothèque. Donc là, la perte, ça sera entre 0 dans un monde idéal et 30%, parce que 30% étant la décote, plutôt 20%, plus je prends 10% de marge du marché, on va dire, entre 0 et 30% de perte. Et du coup, la prochaine étape, c'est quoi? Est-ce qu'il a été cours d'appel? En fait, vous avez donné raison, parce qu'en fait, vous vouliez faire une action rapide et finalement, ça a dû être jugé sur le fond. Et finalement, la cour d'appel vous a donné raison.
Exactement. Il a essayé de gagner du temps en essayant d'aller chatouiller 2-3 trucs du contrat que le tribunal a nous a très vite donné raison. Donc là, du coup, prochaine étape, c'est d'avoir la date de vente aux enchères. Ensuite, entre la date de vente aux enchères et la vente, vous avez en général 3 mois. Avec un peu de chance, on a des offres suffisantes à la première audience. Si ce n'est pas le cas, il faudra refaire une audience de vente aux enchères. Pareil, en général, c'est toujours 2-3 mois entre les. Donc ça peut aller vite. Je pense que courant 2026, on devrait. Ouais. Parce que le terrain, en tout cas, le terrain, c'est un terrain vide, je crois. C'est un terrain vague, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'actif dessus, il n'y a rien. C'est juste un terrain bien situé à côté de l'aéroport et des hôtels, je crois. Ouais. Ah oui, pardon, ils ont internet, j'étais sur les casernes. Oui, c'est ça. Ouais, ça, ok. Oui. Ok. La Pinette Saint-Tropez. Ouais. Du coup, sur ce dossier, on a une offre à 22 millions sur un total de 27 millions de dettes avec 10 actifs qui ont tous des valeurs différentes. Donc, on attend la dilution pour avoir le montant par actif et qu'on puisse acter ce qu'on va recouvrir sur la Pinède. Mais du coup, en prévision, une perte de 10% à peu près. Parce que les 22 millions ne couvrent pas évidemment les 27 millions, le total de la dette. Et il y a combien d'actifs concernés et combien la Pinède est Il y a la Pinède et 7 autres. Et 7 autres? Ouais. Ok. Et ça, on va faire une consultation très prochainement, une fois qu'on reçoit tous les éléments et qu'on a la dilution. On fera une consultation sur chacun des projets, dont la Pinède. Et à votre avis, c'est quel horizon? Faut que ça, on va le faire homologuer par le tribunal. Donc, je dirais entre T1 et T2. Dans ce cas, c'était T2. Pour le remboursement, pas la consultation. Oui, non. Ouais, consultation trimestriellement. Consultation. Là, oui, on parle. Ah oui, de consultation d'un premier temps et ensuite validation tribunal et remboursement T2 potentiellement. Consultation, il faut que mon protocole soit homologué par le tribunal. Sinon, je ne peux pas consulter avant. Ok, c'est clair. Costa del Sol, là, c'est Mimco, je crois. C'est avec Mimco cette opération. C'est avec signature avec un locataire, non, avec un exploitant. Ouais, c'est ça, c'est Hayat. Hayat, c'est ça. Hayat, ouais. Là, j'ai envoyé un reporting ce matin. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais du coup, la sortie de l'SFR initialement vient un financement. Oui. Donc là, il y a des discussions avec un fonds d'investissement sur le refinancement du coup, de 50 millions d'euros, qui correspond à une partie des fonds propres injectés dans l'OP et le BFR du début du chantier, besoin en fonds de roulement, qui est conditionné à la signature de 20 contrats pour pouvoir. De 20 ventes, c'est-à-dire qu'ils revendent quoi individuellement? Ouais, après, c'est la commercialisation, c'est une opération VFA, donc après, ils vendent individuellement. D'accord. Pour avoir la GFA, il faut signer 20 contrats. D'accord. Qui n'est pas du tout bloquant, hein. La commercialisation n'a juste pas démarré. Là, aujourd'hui, tout est validé avec Hayat, les supports marketing. En fait, ce qui a fait énormément perdre de temps sur l'OP, c'est qu'Hayat a voulu revoir toute la stratégie. Et donc, quand vous avez Hayat en exploitant, vous écoutez Hayat. Donc, ils ont tout refait à leur sauce. Aujourd'hui, tout est validé. Que ce soit la doc juridique, le marketing, les supports, etc., tout est validé. Donc, on va dire que ça, c'est une partie du risque administratif, on est dans la catégorie qui est levée. La commercialisation, elle va débuter début janvier. On va faire un portage supplémentaire jusqu'en septembre 2026, mais il y a quand même énormément de chances que le dossier soit remboursé avant. Parce que les 20 contrats de RESA. Oui, c'est possible qu'ils réussissent à en vendre 20 si ça marche bien dès le début. Quoi. Voilà, T2, je pense que fin T2, on est dedans. D'accord. Et dans tous les cas, ils payent les coupons. Ils payent les coupons, il y aura des contreparties sur ce portage supplémentaire sur les intérêts. Il y aura un amortissement du capital aussi partiel. Ok. Voilà, c'est une opération qui roule. Un opérateur qui va bien financièrement, qui continue d'acheter. Et dans le marché actuel, c'est une bonne. C'est une bonne nouvelle. Alors lui, Verger de l'Empereur. Alors, Verger de l'Empereur, c'est sur Park. Donc, c'est un dossier sur lequel on a une hypothèque.
l'opérateur, il a ouvert une faillite, enfin, il s'est déclaré en faillite, en Belgique. Donc, bon, là, on est en train de, nos avocats contestent l'insolvabilité. Donc, ça, c'est purement, voilà. Et on est en train de réaliser les hypothèques. En fonction de la valo, de la probable décote et du passif, donc, on a deux lignes sur ce dossier. On a une ligne en premier rang, une ligne en deuxième rang. Je ne sais pas sur laquelle vous êtes. Je sais, peut-être un peu les deux, je crois. Ouais, sur la ligne en premier rang, il y a probable 0% de perte, ou allez 5%. Par contre, sur la deuxième en second rang, il y a une probable perte du coup l'inverse, hein, donc entre 95 et 100%. Ah ouais. Ok. C'est théorique. Hein. Encore une fois, moi, je prends des chiffres. Oui, non, mais quand même, c'est assez impactant. Ouais, quand même. Ok. Et ça, on va en savoir plus quand? Ça va être un peu long. Hein. On réalise l'hypothèque en France, c'est 12 à 24 mois. Bon, ça fait déjà un bon 12 mois qu'on est dessus, donc pareil, pour en 2026. Pour en 2026. Une logistique. Du coup, il y avait un acquéreur, Axim, qui s'était positionné pour racheter l'actif, qui n'a pas eu son financement. Donc, la stratégie qui a été adoptée, c'est qu'il rentre au capital de Golem, de l'opérateur, qu'il injecte du coup 7 millions, et sur ces 7 millions, il y a 5,5 qui viennent solder une partie de la dette club funding. 7,5 millions, pardon. Et donc, du coup, là, on a reçu les projets d'augmentation de capital, on a tous les docs juridiques. Donc là, la consultation, elle va partir, je pense, demain. Et une fois que la consultation part, il y a une semaine pour voter. Une fois que c'est approuvé par la masse des obligataires, d'ici fin d'année, ils recevront 50% du capital. Et en juin plus tard, ouais. Et en juin, le solde. Mais il n'y a pas des contreparties? Levée de nantissement ou levée de. Il y a un changement de garantie. Ouais, il y a un changement de garantie. C'est une condition d'Axim pour rentrer au capital. D'ailleurs, la rentrée au capital, c'est pas 7,5 millions. Je précise que c'est combien? C'est combien? 7,5 millions, mais c'est pas 7,5 millions d'augmentation de capital. Il y a 3 millions d'augmentation de capital et le delta, c'est du compte courant d'associé. Ah, ok. Le time est... dans le tableau de capi, ce sera mentionné. Oui, du coup, la contrepartie, c'était qu'Axim ne voulait pas de la fiducie. C'est trop contraignant d'un point de vue légal. Et donc, on transforme la fiducie en hypothèque sur l'usine. D'accord. Et comment ils vont rembourser les 50% restants? Grâce à quoi? Et du coup, c'est un refinancement en syndication. En syndication? Ouais. D'accord. Et donc là, il y a plus de chances que ça aille au bout? Oui. Ok. Donc vous êtes assez confiant que déjà les 50% sont actés pour fin d'année et 50% restant sur juin prochain. Oui, parce que du coup, ils seront trois associés pour le financement et ensuite Axim rachètera les parts. Ok. C'est structurel, hein, mais en gros, c'est ça la stratégie. Ok. Donc là, proba que ça aille éventuellement au remboursement en juin prochain, total? Je pense 70%, c'est toujours un risque, hein, mais... Il y a toujours un état potentiel. Ok. Greenalp, on l'a vu, c'est Merlin, c'est SGM. Ouais. Et donc lui, pareil, il y a peut-être un financement externe qui arrive et qui est un peu off. Donc on attend on va en savoir plus dans 2-3 mois. Quoi. Qui est très off, je me permets de le préciser. Qui est très off? Oui. Ouais. Ensuite, il y a Villa di Parma. Alors lui, pareil, lui c'est compliqué, je crois. Villa di Parma, c'est exactement ce que je viens de dire sur Orphalaise. On est sur un opérateur qui a organisé son insolvabilité, qui est probablement aujourd'hui au Maroc. Pareil, qui n'a plus rien, il n'y a aucun actif sans passif. Liquidation judiciaire. Là, il s'est déclaré aussi en procédure de surendettement à la Banque de France. Donc là, pareil, nos avocats contestent. C'est quelqu'un qui est vieux, en fin de carrière. Voilà, je pense que tout ça est organisé, pour être honnête.
Donc là, on est sur une probable perte du même ordre qu'en falaise. D'Ibarion. Ah, donc c'est le troisième projet qui est vraiment en risque. Fort. Oui. Mais parce que pareil, c'était caution, c'était sur plusieurs biens, levés en même temps, avec plusieurs dettes dans tous la dette dans tous les sens. Il n'y a rien à récupérer à titre personnel. Exactement. Et l'actif, il vaut. Non, on peut pas le chercher, quoi. Bah, si, il est actif, en fait, il va être cédé. Ouais. En fait, à chaque fois que je dis risque de 100%, encore une fois, c'est théorique, mais parce que c'est par expérience en liquidation. Mais si l'actif est vendu à un prix qui n'est pas déconnant, qui rembourse la banque et qui reste ce qu'on appelle du gras, donc, voilà, ça viendra désintéresser les investisseurs plafonniers. Okay. Mais oui, et ça, on va savoir plus quand? Pareil, hein, c'est bon, une liquidation en courant 2026 ou peut-être même début 2027. Il y a justement M. D'Angelo qui n'avait pas compris sur Greenalp. C'est la même chose que Riour Magasin et Dijon Liberté. C'est le même opérateur. C'est notamment celui qui a les Galeries Lafayette BHV à Paris et qui cherche il doit être refinancé par la Caisse des dépôts. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et il cherche un refinancement externe. Et donc là, c'est en cours de discussion et on en saura plus sûrement le prochain trimestre avec un échéancier qui sera peut-être assez confiant là-dessus, qu'ils réussissent. Sur OGM? Ouais. Bah, pour le moment, on n'a pas le calendrier, quoi. On n'a pas de détails, on n'a rien. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on saura plus en plus dans quelques semaines. Moi, honnêtement, il y a 50 millions de dettes. C'est pas un opérateur qui peut se mettre en procédure comme ça. Enfin, il est jeune, il a envie de continuer. Il faut juste qu'il décroche ses financements. Donc, moi, je pense que c'est un dossier qui sortira un jour ou l'autre. Ouais. Aujourd'hui, quand il vous dit je vais vous amortir 10% du capital, on parle de 10% de 50 millions. Donc, si vous avez un décalage, eh ben forcément. Vous savez toute la dette qu'il a Là, de tête, non, il faut regarder les bilans. Mais en tout cas, la nôtre, c'est 50 millions. Peut-être un peu moins maintenant, parce qu'il a remboursé un peu, mais entre 40 et 50 millions. Et vous êtes le plus gros financeur de toutes ces opérations? Je ne sais pas. Peut-être une question à poser à nos analystes. Okay. Moi, je suis purement sur la partie IMO, mais je ne pense pas. Hein. Mais il y a le dialogue avec lui? Comment? Il y a le dialogue avec... Il était dans les bureaux il y a une semaine pour justement nous annoncer ça. Donc oui, il y a du dialogue. On parle avec son DAF, on parle avec ses comptables, on parle avec son directeur commercial, on parle avec Frédéric Merlin lui-même. Donc oui, il y a du dialogue. Et c'est pas dans son intérêt de se froisser avec ses créanciers, surtout en ce moment. Donc il y a du dialogue. Okay. Oui, il va essayer de gagner du temps et essayer de faire une levée, quoi, de l'extérieur. Biparma, on l'a vu. Les parcs de Saint-Tropez. Les parcs de Saint-Tropez, il y a une consultation, une proposition de règlement qui a été refusée par les investisseurs, qui était 36% pour rappel. Aujourd'hui, on a des discussions pour une potentielle proposition à 42%, mais on n'a aucun élément tangible, probant à ce sujet. Donc, on est en contentieux judiciaire. Donc, on l'a assigné. Voilà, l'objectif, c'est d'aller récupérer ce qu'on peut récupérer. Et dans le meilleur des mondes, qu'il arrive à vendre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que... Oh non, on n'en a pas parlé, je crois. Mais là, il y a 2 villas un peu similaires qui ont été vendues à 3 pâtés de maison de ses OP à lui. Donc, c'est quand même un bon signal d'un point de vue marché sur ce genre d'actifs. Voilà. Donc, il n'y a pas nécessairement un gros risque de perte en l'état si les actifs se vendent. Maintenant, si on va au bout des procédures, pareil, on n'a qu'une caution. Du coup, le risque de perte devient énorme. On a plutôt intérêt à ce qu'ils vendent rapidement, qu'on continue la procédure, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas non plus payer pas les intérêts, payer pas le capital, voilà. Mais on peut avoir des bonnes surprises. Voilà. Okay. Saint-Herblain, bon, ça c'est une transformation. Ouais. Vous avez proposé de transformer du coup la dette en action. C'est pas nous. On n'a rien proposé, c'est le tribunal. Pour la petite anecdote, pardon, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la dette obligataire. C'est la première fois que le tribunal propose ça. En gros, l'idée, c'est de convertir les obligations en actions, que P2I puisse reprendre son activité
continuer d'acheter, de vendre et donc d'exercer, quoi, génère du cash et paye du coup des dividendes aux nouveaux actionnaires, si on veut dire. Donc, sur le dossier, c'est clairement incertain parce qu'il y a quand même la variable de il faut qu'ils arrivent à continuer leur activité. Néanmoins, on évite une liquidation, c'est quand même bien. Donc, maintenant, wait and see. Et c'était accepté ou pas, du coup? Alors, ça a été refusé par la masse obligataire, mais on n'est pas les seuls obligataires. C'est par tranche. Et si les tranches d'au-dessus, les autres obligataires décident à majorité d'adopter le plan sera adopté. Même si nous, on dit non. Okay. On n'est pas les seuls. Mais je crois qu'ils gardent les pouvoirs de direction, non? Il me semble qu'ils gardent, peut-être, ils gardent des pouvoirs de décision et de direction, je crois, en droit de vote. Il me semble que oui, ça. Ok. Donc, c'est le portfolio, le groupe est en faillite. Donc, il y a une procédure qui est en cours. On a des hypothèques dans ce bon rang. Donc, là-dessus, c'est très compliqué de vous donner un pourcentage de recouvrement. Il y aura de la perte, c'est sûr. Et en termes de calendrier, c'est pareil, c'est 2026-2027. Ok. Saint-Germain Paris 7. C'est comme les parcs de Saint-Tropez, c'est pareil. Ah, c'est le même opérateur. Même opérateur, même situation. C'est les François Tourdelle? Non. Ouais, Ouais, ça. Et lui, du coup, là, pareil, il y a un potentiel d'aller chercher quand même le capital? Ben, c'est pareil, hein, c'est un actif. Si demain il se vend, oui. Si on doit ouvrir des procédures, très compliqué. Mais l'avantage, c'est que c'est un opérateur qui n'a pas ouvert de procédure. Donc, ce qui veut quand même dire que l'actif est supérieur au passif et que là, aujourd'hui, il ne coule pas sous les dettes. Enfin, il coule sous les dettes, mais avec quand même énormément de passifs. Donc, il peut continuer son activité, quitte à se faire assigner un contentieux judiciaire. Voilà. Ok. Tolbiac? Alors, Tolbiac, c'est un dossier sur lequel on a diligenté pendant quasiment 1 an et demi, parce que c'est un peu un profil GDG, hein, c'est-à-dire que c'est un opérateur historique de club funding qui nous a remboursé, je ne sais plus, 30 ou 40 millions, et où là, on a un résiduel d'opération de 2022 sur lequel on n'a aucune garantie, enfin aucune. On a une caution, on a une GAPD qui est pas mal, qui est la GAPD de Demon Storage, l'associé de la banque qui est milliardaire. Voilà, donc on a arrêté de diligenter, on est rentré en contentieux judiciaire, on a fait des saisies sur ces comptes, pro et perso, qui se sont révélées infructueuses. Où là, pareil, pour moi, c'est de l'organisation, puisque la banque a des salariés. Il a une RH, un DAF, il a même des stagiaires. Donc, il faut bien qu'il les paye, donc c'est organisé. Et suite à ça, il a ouvert une procédure préventive qui, je me permets de le dire devant vos clients, c'est extrêmement confidentiel. En tant que créancier, on est tenu de garder ça confidentiel. Si demain ça se sait, parce que je sais qu'il y a des forums, etc., d'investisseurs, ça se retournera contre les investisseurs. C'est-à-dire que les créances pourront être contestées par le juge parce qu'on n'a pas tenu cette confidentialité. Il faut vraiment que ça reste. Je ne devrais pas vous le dire, normalement. Voilà, donc là, pendant 12 mois, on ne peut rien faire, hein, légalement. Période préventive, vous ne pouvez pas activer vos garanties. Ils sont censés nous présenter un plan, proposition de règlement, dans 12 mois. Enfin, dans 12 mois au max. Hein. Ils peuvent le faire de 4, 6. C'est juste que légalement, c'est 12 mois max. Ok, donc là, en plus, c'était coupon in fine, remboursement in fine, garantie réelle. Ouais. Là, on est sur les OP ne sont pas plantés. Hein. C'est des très bonnes OP. D'ailleurs, sur Tolbiac, c'est quasiment tout est commercialisé. Sur quoi? Sur Tolbiac, par les Tolbiac. Ah, tout est commercialisé? Presque? Ouais, à 80%. C'est de la VFA. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a besoin de temps, il a besoin de 2 ou 3 ans de plus, et il a besoin de CAPEX pour faire son opération. Mais les opérations en soi ne sont pas plantées. Il a juste besoin de cash et de temps.
Encore une fois, c'est une boîte qui tourne. Hein. Il a des salariés, ses bureaux ils sont à rue des Saints-Pères. C'est une boîte qui tourne. Il a juste des échéances bancaires et obligataires qu'il ne peut pas payer, quoi. Ouais, ok. Ouais, mais bon, il va servir du cash de la vente des actifs, parce qu'il a déjà tout vendu à 80%, pour rembourser d'autres qu'il avait avant. Mais il a déjà fait ça, hein. Pas sur cette OP, Ouais, mais sur une autre. C'est pour ça qu'on l'a signé et qu'on a arrêté de. ouais. C'est un peu la fuite en avant, quoi. Mhm. Bah là, c'est la même Ouais, chose. ouais. C'est le club et on a plein une parenthèse où ça vend des... C'est aussi qui roule. Il y aura 1,6 million de remboursement au courant T1. Ok. Sur combien restant? Sur Euh, 3,8 millions ou il en reste encore? Attendez, je regarde si je n'ai pas le montant du salaire. Monsieur D'Angelo qui demande les chances de remboursement sur Tolbiac, sur 100%. Il reste 3 millions pour la parenthèse. 3 Sur millions. Paris ben, c'est un peu pareil. Hein. On est sur une OP qui va dégager de la marge, mais sur la notion, on n'a pas de garantie. Donc, c'est toujours pareil. Soit il nous sort un plan de règlement, je ne sais pas, sur 2-3 ans et qui potentiellement pourra nous désintéresser à 100%. Soit on va au bout des procédures et là, on n'aura rien. Après, l'Evbank, c'est pas un opérateur qui va essayer de nous la mettre à l'envers. Honnêtement, on a fait énormément de deals avec eux. Ils veulent nous rembourser. Ils viennent très régulièrement au bureau avec toute leur équipe. Juste, ils sont dedans, quoi. Donc, je pense que sur ce dossier, même sans garantie réelle, on a une bonne chance de récupérer le capital, honnêtement. Parc Escodin, ça... Escodin, c'est un dossier qui roule aussi, un refinancement qui est en cours, mais on n'a pas encore d'LOI. Mhm. En parallèle, l'opérateur, il développe l'opération, donc travaux, mise en location pour essayer d'accélérer un peu ça. Voilà. Et l'échéance, si je ne dis pas de bêtises, c'est mi-2026. Les février, c'était prolongation. Ouais, il y aura probablement un portage supplémentaire. On verra d'ici février si au moins il a reçu une LOI, ce qui pourrait quand même nous rassurer sur un potentiel portage. Mhm. Parce que là, on aura quand même bien avancé sur l'opération. On a juste une question sur Riour. Riour, c'est la même chose que Greenalp et Dijon Oui. Liberté. C'est le même opérateur. C'est Merlin, celui qui a les Galeries Lafayette, DHV, qu'on entend beaucoup parler en ce moment, et qui devait avoir un refinancement bancaire, un refinancement avec la Caisse des Dépôts qui n'a pas eu. Et il cherche à avoir un refinancement externe par un. Et là, c'est plutôt confidentiel. Mais on en saura plus sur le prochain trimestre. C'est ça. West Retail. West Retail, c'est le groupe Zenith. On est sur le même profil que l'Evbank. C'est un opérateur qu'on connaît bien, avec lequel on a beaucoup bossé, mais qui est dedans. Et qui a des grosses difficultés financières, mais qui n'a pas vocation à ouvrir une procédure collective et qui, au contraire, veut nous rembourser. Donc là, il y a des propositions de règlement sur les opérations pour West Retail qui vont consister. Alors, pour information, avant qu'on pose la question, les loyers ne sont pas couverts par les charges. Okay. D'où les impayés. C'est que les charges sont supérieures au loyer. Voilà. D'accord. Okay. Aujourd'hui, il y avait un acquéreur dessus. On avait fait une consultation, etc., qui au final est sorti de la vente. Aujourd'hui, il va falloir qu'on porte l'opération pendant 24 mois pour qu'il puisse commercialiser. Il va y avoir... Tout ça, ça a été accepté par l'opérateur. Donc là, on va rédiger les consultations. Il va y avoir 4 échéances de 300 000 euros, 300 000 tous les 6 mois, et le solde à 24 mois. Et on va prendre une hypothèque sur un actif à Maïta, qui est à l'île Maurice. Et qui vaut combien? Qui vaut 3 millions et quelques. Ok. Donc là, hypothèque de premier rang sur un actif à l'île Maurice. En gros, c'était un peu ce que je lui ai dit, c'est que c'était que si on porte le risque, il fallait qu'on ait une contrepartie. Donc, on a essayé d'identifier des actifs libres de passifs. Bon, j'aurais préféré un bien en France, hein. Mais bon, ça a le mérite d'être ce que c'est. C'est quand même un actif qui coûte 3 millions. L'île Maurice, je connais très bien, puisque j'ai une mère mauricienne. C'est un pays, enfin une île, mais un pays qui est très dynamique.
et où le prix de l'immobilier a explosé ces 15 dernières années. Donc, ce genre de villa est extrêmement liquide, notamment chez les Français, les Chinois et les Américains. Okay. L'État est un coin très connu de l'île, qui est un peu, pas luxe, mais voilà, c'est là où il y a les hôtels, les villas, etc. Donc, c'est plutôt bien. Donc on prolonge de 2 ans, on Ouais. prend une garantie, une hypothèque sur un bien, une Maurice, et vous laissez l'accompagner pour que laisser respirer un peu, quoi, et qu'il rembourse un peu progressivement. C'est pas qu'on veut laisser respirer, c'est qu'on veut être remboursé. Donc, moi, je pourrais aller en contentieux sur toutes les lignes. Du coup, demain, il ouvre une équipe, enfin, il va avoir un tribunal, et le tribunal va m'ouvrir soit une conciliation, soit un redressement judiciaire, soit en liquidation, je vais être dilué. Mmh. Je vais rien récupérer. Sauf sur les lignes, j'ai une hypothèque, mais sur Westtail, je crois pas. Ou alors en second, j'ai un doute, je regarde. Mais dans tous les cas, je réfléchis par projet. L'objectif, c'est que tout le monde récupère le max. Et aujourd'hui, si on veut récupérer le max, je préfère proroger de 24 mois, me rajouter 3 millions d'actifs, plus ce qui reste. Plutôt que de partir absolument en contentieux avec. J'ai oublié aussi de préciser quelque chose, c'est hyper important, pardon. Sur toutes les opérations Zénith, dont celui-là, il y aura un atterrissage flat à 0%. Il n'y a plus de coupons. C'était la condition pour qu'ils puissent un peu sortir la tête de l'eau. Donc, en gros, c'est capital remboursé plus coupon déjà versé est égal à montant investi. Les investisseurs sortiront flat, mais il n'y aura pas de perte en capital. Okay. Juste, il y a Monsieur Boursade qui a raté le rue de la Paix, ce qu'on avait dit au tout départ sur rue de la Paix. Je peux remonter rapidement dessus. C'était donc il reste un local qui n'est pas commercialisé. Et une fois qu'il sera commercialisé, c'est plus facile de mettre en vente la totalité quand tout le bâtiment sera loué. Ils vont nous revendre sur un taux de capitalisation qui est incertain à cause des taux, de la situation économique et politique du pays. Donc ça, il est très sensible ce projet au taux. Donc si les taux baissent et qu'en parallèle vous avez réussi à louer l'entièreté du bâtiment, il y a plus de probabilité que ce soit vendu potentiellement en 2026 ou 2027. Quoi. Mais vous considérez que ça va être prolongé vous comptez au moins 2 ans encore? On a un point avec l'opérateur en janvier, mais oui, pour être honnête, je pense. Surtout qu'il y a des franchises au départ. Bon, ça, c'est pas très évident. Il y a des franchises au départ. Non, mais on ne voit pas un monde où c'est remboursé en 2026. Donc ça va être prolongé avec des hausses de taux ou on ne sait pas en fait? Pour le moment, je ne sais pas. On fera l'opérateur, mais quoi qu'il arrive, à chaque portage, oui, c'est ce qu'on négocie. Je redescends. Je crois qu'on avait terminé. Après, c'est Rio Magasin, on a déjà vu, c'est SGM. Biac, Escodin, Rio Retail, Rio, ça on l'a déjà parlé. C'est encore SGM. Et si vous avez 2 secondes pour refaire un point sur CFAM 1 Insight 2, est-ce que vous savez où en est les fonds Alors, Insight 2, on va faire partir un reporting. Normalement dans la semaine. Il y a pas mal de projets qui ont été passés en provision. Donc forcément, ça a impacté l'ABL et la part qui distribue. Mais j'aurai plus de détails une fois que le CAC valide tous les chiffres et qu'on envoie le reporting. CFAM 1, pareil. Et normalement, on a un remboursement qui arrive de 45 € par part sur CFAM 1 avec un bon espoir fin d'année. Avant 2026, le remboursement. Le remboursement avant fin 2026, ok. Ouais. Et clôture en mars pour le fonds CFAM1. Insight, il reste encore quelques années. D'accord. Et CFAM1, clôture en mars. Et donc là, on est en train de voir comment on va s'occuper de la gestion post-clôture. À savoir qu'on avait pensé à peut-être faire une détention des projets en direct. Pour le clôturer, finalement, je crois que ça n'a pas été retenu. Donc, on va continuer le fonds, mais c'est à voir forcément pour les frais de gestion, si on laisse des frais de gestion ou non, comment on s'organise là-dessus. Et puis, on fera un point dès qu'on aura plus de visibilité. Mais les reportings sortent là pour fin décembre? Comment? Les reportings sortent pour fin décembre? Ouais, Insight 2 très prochainement et CFAM 1 décembre ou janvier. Ok.
Ok. Donc pour résumer, ceux qui sont vraiment en risque fort, c'est Fragonard, Villa di Parma et Paris 20. Ouais. Ok, ok. Merci pour votre temps. Ah mince, il y a Birakeim, on n'a pas parlé, si vous l'avez en tête. Ça, c'était de l'equity. C'est Castorama qui est locataire, qui C'est ça. négociait justement. Il devait avoir une renégociation de bail. Finalement, en fait, il essaie de louer à pas moins cher. Mhm. On en saura plus en janvier. En gros, ils sont allés devant le tribunal pour une fixation des loyers. Au final, Castorama est revenu dans les discussions amiables. Là, le tribunal a laissé jusqu'à janvier ou février, je ne sais plus la tête, mais a laissé jusqu'à février Pour pour que l'opérateur et le locataire se mettent d'accord de même. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Si ce n'est pas le cas, ce sera le tribunal qui fixera le loyer. Et là, c'est pareil, on aura du coup, en fonction du loyer, un taux de cap. Enfin, le taux de cap ne change pas, un prix. Mhm. Mais bon, l'intérêt, c'est quand même qu'ils se mettent d'accord et qu'on se rapproche du loyer cible pour pouvoir vendre. Je dis on, mais pour que l'opérateur vende sereinement. D'accord. Ok. Donc pareil, on sera fixé, je pense, courant décembre ou courant janvier. Ok. Je vais juste repérer un point. Il y a Benoît hier là, qui a soulevé qu'il y avait un fonds de remboursement de compensation que vous aviez lancé il y a quelques années. C'était sorti sur la GFI. Patrimoine Crowdfunding lance un fonds de compensation. Oui, alors moi je suis incapable de vous en parler pour le coup, c'est purement, si vous voulez, on vous répondra par email. Ouais, plutôt. Ouais. C'est en dehors de. C'était un article qui datait de mars 24. Mais ça s'appelle comment? C'est un fonds de compensation. Voilà. Ah, le fonds de compensation. Putain, j'avais pas Mm. compris, pardon. Le fonds Oui, de compensation. oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose qui a été mis en place. En gros, toutes les opérations en equity qui dégagent de la marge, il y a une partie qui est mise de côté, donc dans une réserve de compensation, pour pouvoir réduire les pertes. Mhm. Sauf qu'à date, il y a un seul dossier pour le moment depuis qu'on a lancé ça, en equity, qui a été remboursé. Les autres sont encore en cours ou étaient remboursés avant cette réserve. Donc pour le moment, elle est toujours d'actu, mais il faut quand même qu'on l'alimente pour pouvoir. Voilà. Après, Et donc ça va certaines prendre combien? Ça va prendre combien du coup le seul dossier qui a été mis? là, je ne sais pas. Dommage, Rubourg, c'est. Non, non, c'est pas rigoureux. Je sais pas, je pourrais me renseigner, mais je sais pas. Après, sur les opérations dont on a parlé là, où il y aura une perte, la perte est comptabilisée quand elle est actée. Donc, on est sur horizon pardon, 1 an, 2 ans, ça dépend des dossiers. Donc, potentiellement, d'ici là, certaines opérations seront sorties, enfin, j'espère, et la réserve sera un peu plus alimentée. Mais quoi qu'il arrive, il faudra plusieurs années pour que ce soit des montants significatifs. Et ensuite, cette réserve, elle n'a pas vocation à, sur une perte à 100%, réduire la perte à zéro. Ce sera un pourcentage, enfin voilà, selon les montants. Ok. Ok. Donc pour l'instant, ça vaut. Il y a quasiment rien dans le fond. Non. Non. Ok. Et il y a beaucoup de projets en equity qui vont sortir potentiellement? Il y en a, je dis, projets en equity, on en a une vingtaine qui vont sortir en 2026, il va y en avoir quelques-uns. Là. Je n'ai pas en tête mais les dates exactes, mais oui, il y en a quelques-uns qui vont sortir en 2026. Même sur la fin d'année. D'accord. Ok. Alors, je pense qu'on a répondu à peu près toutes les questions sur Villa Frederica. On en avait parlé tout à l'heure. Tolbiac, Le Fond, Greenalp, Fragonard. Ok. Du coup, s'il y a d'autres questions, vous pourrez toujours nous faire, on pourra toujours vous envoyer un mail si certains investisseurs veulent avoir des questions plus précises et spécifiques sur un projet. On pourra quand même vous envoyer un mail pour avoir plus d'informations précises. Ok. Ça marche. Bon, merci à vous, merci à tous, et puis bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Bonne soirée à tous.